Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Livre La femme assise. Auteur, Guillaume Apollinaire. Chapitre 1. Elvire Goulot est née à Maisons-Laffitte. Elle a tiré de cette origine un goût déterminé pour les chevaux qu'elle peint d'une façon remarquable, et pour l'équitation, bien qu'elle n'ait plus désormais l'occasion de s'y livrer. Mais elle y songe souvent, et surtout lorsqu'elle a des embêtements. Elle a vu de merveilleux chevaux dans les écuries fameuses de sa ville natale, et cependant ceux dont elle se souvient avec le plus de plaisir, ce sont les 3 chevaux blancs attelés à la troïka de son amant, le grand-duc André Petrovitch. J'avais à ma disposition la troïka de mon amant, à laquelle étaient attelés les 3 plus beaux chevaux de toute la Russie. Ils étaient aussi blancs que la neige, et on les estimait à 1 million pièces. Leur queue traînait presque jusqu'à terre. Ils allaient comme le vent, et le cocher qui les guidait était le plus gros que l'on sût voir. Dès l'enfance, Elvire eut un esprit délié et une mémoire remarquable. Elle n'a jamais été croyante, mais n'a jamais cessé d'être superstitieuse. Ses rêves ont toujours été tournés vers les choses de l'amour. C'est ainsi qu'enfant, elle rêvait d'épingles, de pieux ou de barrières, ce qui, au témoignage d'une certaine école, indique des destinées charnelles nettement accusées. Son premier amant fut un médecin, homme marié, à la fois très gentil et très débauché. Il l'a pris, alors qu'elle avait 15 ans. Il en avait 36. Elle était légèrement malade, et il était venu pour lui donner des soins. C'était un de ces hommes maigres, qui connaissant tous les raffinements de l'amour, corrompent l'esprit des femmes sans savoir s'en faire aimer sincèrement. Leur liaison débuta par un scandale, car la mère d'Elvire découvrit le poteau rose, et le suborneur fut poursuivi, et ne s'en tira que grâce à la déposition d'Elvire, qui affirma devant les juges que l'accusé ne l'avait pas eue vierge. Il fut acquitté, et lui en garda une vive reconnaissance. Le premier pas étant fait, voilà Elvire livrée à l'éducation dépravée de ce Georges, le médecin. Il lui inculque le goût des femmes, et elle est devenue une tribade avérée. Pendant l'hiver de 1913, il l'emmena à Monte-Carlo où il la laissa seule, ayant dû revenir précipitamment à Paris. C'est au casino que le vieux Replanov, le premier avocat de Pétrograd, qui était alors Saint-Pétersbourg, la remarqua et lui conseilla de le suivre en Russie. « Vous serez heureuse, lui disait-il. Vous remplacerez ma fille qui est morte, et à qui vous ressemblez. Venez, vous n'aurez rien à désirer. Vous serez comme une reine. Je vous traiterai comme ma fille. » Et respectueusement mais passionnément, il lui baisait le bout des doigts. Replanov partit le premier, et comme Georges tardait à revenir, Elvire se décida à partir pour la Russie. Elle alla prendre son billet à la compagnie des wagons-lits, mais elle était et paraissait si jeune qu'elle dut obtenir le consentement préalable de son père, auquel le vieux Replanov écrivit une lettre qui est un monument d'hypocrisie, car, aussitôt qu'Elvire fut à Pétrograd, il la vendit à une compagnie de débauchés, dont il faisait partie, et elle devint la maîtresse du grand-duc André Petrovitch. Elle passa 7 mois en Russie, et de ce séjour chez les Moscovites, elle me parla une fois de la façon suivante. Le grand-duc, mon amant, avait 26 ans. Il était très beau. Je n'ai jamais vu d'homme aussi beau, ni aussi brutal. Il aimait les femmes et les garçons. Il était plus dépravé que Georges en ce sens que la cruauté dominait tous ses scrupules, et l'orgueil le faisait presque délirer. Les femmes, françaises pour la plupart, qui étaient les maîtresses des autres débauchés, n'étaient ni jeunes ni séduisantes. C'étaient uniquement, d'après ce qui me parut, des femmes d'affaires qui se prêtaient à tout ce qu'une imagination dépravée à l'extrême pouvait suggérer à leurs amants. La plus jolie était une Russe. C'était aussi la plus lascive, et ses goûts s'accordaient avec ceux des hommes qui nous entouraient. Elle avait une capacité d'estomac inimaginable, aussi bien pour la nourriture que pour la boisson, et je n'ai jamais vu de femme pouvant boire autant de champagne qu'elle. Je me souviens d'une orgie chez le général Broziansko. Il y avait là une 50aine de convives, parmi lesquels 2 grands-ducs, et lorsqu'on eut fait se retirer les domestiques, cette jeune Russe, après s'être mise en l'état de pure nature et semblable à une bacchante échevelée et frénétique, passa sous la table et donna à ceux qui lui plaisaient, hommes ou femmes,
l'occasion de manifester la vivacité de leurs sensations, de façon à déchaîner la joie de l'assistance. Mais j'avais horreur de cette vie où le repos, la tendresse et la douceur ne tenaient aucune place. Sans une amie que je m'étais faite, une danseuse de restaurant, française de 28 ans, je n'aurais pu rester un mois en Russie. Elle était en secret la maîtresse du vieux général Broziansko, qui, devenu gâteux, et donnant dans une dévotion à la fois démesurée et incertaine, confondait à son propre usage ce que disent les évangiles à propos de la résurrection de la chair, et ce qu'ils racontent touchant la flagellation. La brune Georgette, si tendre avec Elvire qui était la vrille, devenait un vrai démon quand il s'agissait de cingler la vieille peau du général Broziansko, et elle mettait à bien remplir cet office un soin d'autant plus minutieux, que chaque fois que la réussite couronnait ses efforts, elle touchait une somme équivalente à 25 000 francs de notre monnaie. Mais l'événement était rare, nonobstant quoi ce vieux tambour de Broziansko n'en était pas moins généreux, et Georgette se trouvait satisfaite de sa condition. Il n'en était pas de même d'Elvire, qui maigrissait, et souffrait impatiemment les atteintes que son amant et ses amis portaient à son orgueil. Ce qui l'irritait davantage encore, c'est qu'aucun dîner au restaurant ne se terminait sans quelque épouvantable dispute, où gérant, maître d'hôtel, français pour la plupart, était traité d'une manière à révolter Elvire, qui essayait de se consoler grâce à l'amour de Georgette, et aussi en dessinant des fleurs, de petits cochons, des chevaux qu'elle enluminait ensuite, et qui lui servaient de papier à lettres, ce qui faisait l'admiration du vieux Replanov, qui venait la voir quelquefois et s'écriait « Elle peint comme ma fille. Je te l'ai dit, Elvire, tu lui ressembles d'une façon miraculeuse. C'est pourquoi je veille sur toi comme un père, et t'ai introduite dans la meilleure société de la Russie. » Elvire s'échappe un jour, le cœur un peu gros de quitter son bel appartement de la Pintelmonde-Casa. Mais elle n'en pouvait plus, et elle avait beaucoup maigri. Georgette seule était au courant de la fuite. À la frontière, nouvelle histoire. On ne voulait pas la laisser passer, son passeport n'étant pas en règle. Par fortune, elle aperçut sur le quai un officier qu'elle avait rencontré à Petrograd. Celui-ci aplanit toutes les difficultés, et en débarquant à la gare du Nord, Elvire ne regrettait plus que des chants étranges et nostalgiques entendus. Elle ne savait plus où en Russie, dans un restaurant, ou bien à la campagne, et les 3 chevaux blancs de neige, rapides comme le vent, et que le plus gros cocher de toute la Russie menait à bras toujours tendus. Georges la reçut comme fut accueilli l'enfant prodigue, et, par l'entremise d'un de ses amis, la fit débuter dans un music-hall où elle prit l'habitude de porter monocle. Elle y rencontra une petite figurante, Mavis Baudarel, dont les parents étaient marchands de vin, boulevard Montparnasse, où elle prit pension, et Mavis Baudarel fit son bonheur, jusqu'au jour où un jeune peintre russe de bonne famille, Nicolas Varinov, l'enleva à la famille Baudarel. Nicolas Varinov partageait son temps entre sa sœur, la princesse Telechkine, et sa maîtresse Elvire, avec laquelle il s'installa dans un atelier de la rue Maison-Dieu. Quand Nicolas était chez sa sœur, Elvire peignait avec une fantaisie délicate et non sans force, des bouquets éclatants où paraissaient des marguerites aux pétales noirs, et cette vie qu'animait l'art, l'amour, la danse à Bullier et le cinéma, continua jusqu'au moment de la déclaration de guerre. Fin du chapitre 1. Chapitre 2. Douce poésie, le plus beau des arts. Toi qui, suscitant en nous le pouvoir créateur, nous mets tout proche de la divinité, les déceptions n'ont pas abattu l'amour que je te portais dès ma tendre enfance. La guerre même a augmenté le pouvoir que la poésie exerce sur moi, et c'est grâce à l'une et à l'autre, que le ciel désormais se confond avec ma tête étoilée. Douce poésie, je regrette que l'incertitude des temps ne me permette pas de me livrer à tes inspirations touchant la matière de ce livre, mais je suis pressé. La guerre continue. Il s'agit avant d'y retourner, d'achever le roman, et la prose est ce qui convient le mieux à ma hâte. Mais pourquoi ? Parce que nous sommes en guerre, représenter toujours la guerre et les misères du soldat ou ses loisirs, ou bien le miraculeux tableau des races mobilisées de tous les coins de l'univers sur notre front, ou encore le triste cheminement à travers les tranchées ? Il faut bien cependant se souvenir de cette guerre invétérée. Il n'y a pas moyen de s'en défendre, non ? Chaque fois que je crois avoir échappé à cette hantise, elle me reprend avec une douceur toujours croissante.
Je me souviens avant tout de l'instabilité de la vie du soldat. Il est un jour ici, la nuit peut-être partira-t-il en toute hâte. Cette incertitude est surtout le lot du fantassin. J'ai connu la vie de l'artilleur, et celle du fantassin ensuite. L'instabilité de la seconde est plus surprenante. J'ai entendu appeler le fantassin, le méfiant. Les plus courageux même se méfient, car le moins qu'on puisse leur demander, c'est le sacrifice de la vie. Mais j'ai gardé la nostalgie de cette vie vagabonde et bien réglée. Je me souviens des villages parcourus au pas cadencé, et de 3 filles sur la porte d'une ferme, au toit défoncé, transformée en épicerie. Aujourd'hui, Paris me sollicite. Voici le Montparnasse qui est devenu pour les peintres et les poètes, ce que Montmartre était, il y a 15 ans, l'asile de leur simplicité. Le quartier Montparnasse, du témoignage de l'habitant des quartiers environnants, est un quartier de louftingue. La vérité est que Montparnasse remplace Montmartre, le Montmartre d'autrefois, celui des artistes, des chansonniers, des moulins, des cabarets, voire même des hachis-chauffages, des premiers opiomanes, des sempiternels hétéromanes et des cocaïnomanes ou visionnaires, comme on les appelle aujourd'hui, où la coco sévit encore. Tous ceux, parmi les Montmartrois du Grand Art, qui vivaient encore et que la noce expulsait du vieux Montmartre détruit par les propriétaires et les architectes, conspués par les futuristes parisiens, ou d'ailleurs, tous ceux-là ont émigré sous forme de cubistes, de peaux-rouges, de poètes orphiques. Ils ont troublé des éclats de leur voix, les échos du carrefour de la Grande Chaumière. Devant un café établi dans une maison de licencieuse mémoire, ils avaient dressé, dès avant la guerre, un concurrent redoutable, le café de la Rotonde. En face se tenaient les Boches. Ici, allaient toujours les Slaves. Les Juifs continuent à aller indifféremment dans l'un ou dans l'autre. Les marchands de couleurs dans toutes les rues avoisinantes offrent leurs multicolores tentations à tous ceux qu'un rapide coup d'œil dans les expositions d'avant-garde a fait s'écrier « Anch'io sont pittorés ». Esquissons avant tout la physionomie du carrefour. Vraisemblablement, elle changera avant peu. À l'un des coins du boulevard du Montparnasse, un grand épicier étale aux yeux de tout un peuple d'artistes internationaux son nom énigmatique, Hasard. Sa marchandise est des plus variées, et ses chalands sont de toutes sortes. L'Américain y trouvait avant la guerre les grapes-fruits qui sont au citron, ce que le melon d'eau est au cantalou. Le Russe y retrouvait ses pommes de paradis semblables à des bigarreaux, le Hongrois sa charcuterie poivrée de rouge, etc. Voici à l'autre angle, la Rotonde. Un Indien en grand costume de cuir et de plumes, peintre et modèle, attirait les regards en 1914. Quelquefois, même la longue silhouette de Charles Maurice se profilait longtemps à l'intérieur contre la muraille. À l'angle du boulevard du Montparnasse et de la rue de l'Ambre, c'est le Dôme. Avant la guerre, il avait une clientèle d'habitués, gens riches, esthéticiens du Massachusetts ou des bords de l'Asprey. C'est encore Passin ou le Kleinstühl contemporain. C'est ici que se décidait l'admiration que l'on professait en Allemagne pour tel ou tel peintre français. Les gloires de Géricault, de Courbet, de Seurat, du douanier n'ont pas eu à souffrir des entretiens esthétiques entre les Boches millionnaires du Dôme. Un autre angle, c'est bâti où le dernier marchand de vin. Quand il se sera retiré, ce métier aura pratiquement disparu de Paris, à moins que la guerre et la vie chère ne redonnent un regain de vogue à cet état. Il restera la petite boîte, comme on dit aujourd'hui, mais le champ de vin aura vécu. En attendant, ceux que les maladies ou plutôt les médecins n'ont pas fait renoncer entièrement au vin de France, faites encore à l'envi cette cave bien soignée. Plus loin, à droite, sur le boulevard Raspail, le petit café des Vigourelles abritait en 1914, les jours où l'on ne dansait pas à Bullier, une jeunesse pétulante. Un homme au visage sévère s'y tenait souvent. Il déclarait avec simplicité à qui voulait l'entendre « Je suis l'homme le plus Dante du quartier, j'aime », de même les conseillers municipaux. On l'appelait le lion. Il avait tellement RDE accent aigu de monde, qu'il en avait tiré des reintes. En effet, la plupart des cafés, des bistrots du quartier, préféraient lui donner de l'argent plutôt que de le servir. Il n'avait qu'à se présenter dans ces endroits, pour qu'aussitôt on lui donnât, selon l'importance de la maison, 1 franc, 2 francs et même 3 francs 50. Chaque matin, cet homme de génie faisait sa petite tournée dans le quartier, et cela lui suffisait pour vivre. Il
herdait tout le monde et ne devait rien à personne. Dans ce petit café provincial des Vigourelles venaient quelquefois MM de Segonzac, Luc Albert Moreau, André Derain, Édouard Ferrat, René Dalise et un personnage énigmatique que l'on appelait le Finlandais, mais qui, je crois, était en réalité un Limousin, de Limoges. Le distingué propriétaire de la maison s'était fait une popularité d'excellent aloi dans son arrondissement, en déclarant publiquement, dans un beau mouvement d'éloquence, « Messieurs, tout en étant bistrot, j'aime beaucoup les arts. Le dimanche, quand je ne vais pas au cinéma, je vais au Louvre. » Presque en face se trouvait la boutique de Monsieur Cocula, qui, par un singulier phénomène de mimétisme onomastique, en est venu, comme son quasi-homonyme anglais, Monsieur Cook, à s'occuper de voyages. Les Anglais ont l'agence Cook et les Français ont le train Cocula. Dans les rues qui entourent le cimetière du Montparnasse, et où le buste de Monsieur de Max garde le tombeau de Baudelaire, se trouvaient encore en 1916 les demeures d'anciens habitants célèbres de Montmartre. Beaucoup d'entre eux même, comme Picasso, habitèrent la célèbre maison du 13 de la rue de Ravignan, aujourd'hui 13, place Émile Goudot. Redescendons rue de la Grande Chaumière, rue des Académies, où naguère encore, l'unique Patagon de Paris, l'araucanien Ortiz de Zárate, se promenait en proclamant qu'il avait découvert la vérité. Ici se tenait encore un fameux petit restaurant de modèle, fermé depuis la guerre, chez Papa. Il était tenu par un ancien garibaldien, qui assaisonnait les pâtes, aussi bien que dans les ostries romaines. C'était un lieu charmant où Monsieur Anatole France, s'il l'avait connu, serait souvent venu. On y rencontrait d'aimables gens, parmi lesquels est même Paul Maurice, André Billy et Paul Léoto. S'il a une couleur différente du Montmartre d'autrefois, le Montparnasse contemporain, et même en temps de guerre, n'a pas moins de gaieté, de simplicité et de laisser-aller. Les costumes à l'américaine des artistes d'aujourd'hui ne sont ni moins larges ni d'un autre velours que celui des rapins d'autrefois, ils sont larges d'une autre façon, voilà tout. Et la sandale, après tout, n'est pas moins germanique que l'affreuse bottine à élastique de jadis. Bientôt, c'est-à-dire après la guerre, je gage, sans le souhaiter, Montparnasse aura ses boîtes de nuit, ses chansonniers, comme il a ses peintres et ses poètes. Le jour où un bruant aura chanté les divers coins de ce quartier plein de fantaisie, les crèmeries, la caserne atelier de la rue Campagne Première, l'extraordinaire crèmerie Gris Room du boulevard du Montparnasse, le restaurant chinois, qui vient de mourir, les mardis de la closerie des Lilas, mort depuis la guerre, ce jour-là Montparnasse aura vécu. L'agence Cook y amènera ses caravanes, et le train Cocula émigrera en quelque autre quartier, emportant les peintres, les Chinois, les Patagons, les Indiens Comanches, les Limousins finlandais, les Vigourelles et peut-être même l'homme le plus Dante du quartier, vers une autre destination, vers un autre arrondissement, vers une autre butte, vers un autre mont, sans doute les Buttes-Chaumont. En temps de guerre, Montparnasse a donné naissance à une idée exquise et touchante, la poupée portrait, qui mérite le succès qu'elle remporte. Une de mes premières impressions de Paris, lorsque j'y revins blessé, fut de surprendre au téléphone de l'hôpital où l'on me pansait, cette bribe de phrase, « L'industrie admirable des poupées ». Qui parlait ? Je ne sais et peu importe, c'est tout de même un peu fort, pensais-je, de s'occuper de poupées en ce moment. Depuis, mon opinion s'est bien modifiée à cet égard. La poupée de Paris qui montrait la mode à toute l'Europe, ne faisait-elle pas beaucoup pour le prestige de la France ? Des artistes de Montparnasse, des femmes naturellement, ont eu l'idée de faire des poupées portraits. Idée charmante, qui a déjà produit d'agréables ouvrages, comme ceux que Mademoiselle Vassiliev a exposés un peu partout, et même sur les grands boulevards. Si cette mode s'installe, nos petites nièces posséderont de très curieuses galeries d'ancêtres. On jouera à Hernani dans la chambre aux jouets. Ne voilà-t-il pas la grand-mère dans son costume de la Croix-Rouge, telle qu'elle était toute jeune en 1916 ? Elle voisine avec le grand-oncle en lieutenant de chasseur, avec la croix de guerre. Il ne faut pas que les enfants d'aujourd'hui puissent oublier ainsi qu'avaient oublié ceux d'après 70. Il convient donc de multiplier les souvenirs et les poupées portraits, ce sont des souvenirs quasi vivants. Mais laissons les souvenirs. Leur temps viendra. La guerre continue. Nicolas Varinov est devenu sombre et préoccupé. Il va partir à la guerre comme volontaire dans une ambulance rutaine.
Son costume mi-militaire, mi-sportman est enfin prêt. Quand il l'eut endossé pour la première fois, il se rendit avec Elvire à la Coupole, boulevard Raspail, rendez-vous des peintres, des modèles et des littérateurs. À la terrasse se tenait Egon Dallmann-Feiner, fils d'un fameux romancier autrichien, qui inventa le vice singulier de se sentir toujours sous le... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.